Nous avons vu le single head attention, en l'occurrence juste une tête d'attention. Pour rappel, dans le papier original, il y a 8 têtes d'attention. Vous voyez que avec la seule tête d'attention sur laquelle on a travaillé, on arrive déjà à avoir un mécanisme d'attention au point. Un mécanisme dans lequel les mots les plus importants sont les mots qui ont le plus de poids. Nous allons poursuivre cette fois-ci avec ce qu'on appelle le multi-head attention. Donc, le multi-head attention, c'est tout simplement le fait que le modèle va regarder les relations entre les mots de plusieurs façons, en l'occurrence de 8 façons. Nous avons vu d'une façon. Déjà, avec cette façon, les performances sont impressionnantes. Vous imaginez maintenant qu'on puisse faire ce travail 8 fois. Bon, ça, c'est clair que le modèle, il aura très peu de mal. Enfin, ce sera un modèle qui va se tromper dans de très faibles proportions. Vous voyez, 8 fois. Et je sais pas si vous voulez faire par exemple la recherche, vous pouvez vous dire, alors je vais changer, je vais rajouter le nombre de têtes, je vais passer de 8 têtes à 16 têtes, à 20 têtes. Vous voyez? Vous pouvez faire bouger les paramètres comme ça. Ça peut être un sujet de test, ça. Et lorsque vous avez plusieurs têtes, multi-head attention, et comment ça fonctionne, le multi-head attention, c'est chaque tête va faire son travail de recherche des mots les plus importants, d'attention, séparément. Et une fois que nos 8 têtes ont leur matrice, ont leur résultat, on va tout simplement concaténer ces résultats. Concaténer, ça veut dire qu'on va additionner les matrices. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Hop. Voilà. Donc on additionne, on obtient du multi-head attention. Et une fois qu'on a le multi-head attention, je vais vous rappelez-vous de la suite, c'est la couche adding a norm. Add a norm. Je vous remontre l'architecture pour que vous voyez d'où on part. Elle est là, l'architecture des transformers. Hop. Vous voyez, donc on a vu input, positional encoding, multi-head attention. Maintenant, on a la couche add a norm. Et après, la couche feed forward. Donc, on va aller voir la couche add a norm. La couche add a norm, c'est tout simplement le fait qu'on va ajouter les inputs, les input embedding et les positional embedding à la matrice qu'on obtient du mécanisme du multi-head attention, du mécanisme du multi-attention. Donc, ici, on ajoute les inputs word embedding et positional embedding. Donc, on additionne les matrices. Après avoir ajouté ces matrices, pourquoi on l'ajoute? Parce que le modèle, il fait des transformations, il fait des calculs matriciels. Et comme il fait des calculs matriciels, il peut perdre l'information au fil de ces calculs. C'est comme si vous devez transmettre un message à quelqu'un qui se trouve, je ne sais pas, dans une position 10. Et que pour arriver à cette position 10, vous devez passer par la position 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, les différentes positions étant des personnes. Donc, pour passer ce message, vous allez commencer par donner le message à la position 2, à la personne. Vous êtes la première personne, ensuite vous passez le message à la deuxième personne,
Ensuite, cette personne va passer le message à la personne suivante, la troisième, et ainsi de suite. Et vous convenez avec moi que au bout de la sixième ou la septième personne, le message peut être érodé. Donc, le message peut perdre n'est plus le même qu'au début. Hein. Voilà, c'est ce qu'on appelle le téléphone, je sais pas, le téléphone arabe. Au fur et à mesure que l'information transite entre plusieurs personnes, l'information de base est altérée. Et donc, pour résoudre ce problème d'altération de l'information, on va rajouter à notre matrice obtenue après nos multiples transformations, nos multiples calculs matriciels, on va rajouter les word embedding et les positional embedding à la matrice du multi-head attention. Voilà l'explication de la couche head, qui signifie ajout. À côté de cette couche, on a également une couche qui signifie normalisation. C'est quoi la normalisation? C'est tout simplement un processus qui nous permet de remettre nos données dans une bonne échelle, dans une échelle raisonnable. Donc, toutes les données ont la même échelle, puisque, une fois de plus, au fil des transformations, multiplication matricielle, on peut avoir des valeurs qui explosent, des grandes valeurs, ou alors des valeurs très petites. Et donc, pour pouvoir mieux comprendre les différences entre ces valeurs, on doit les normaliser. Ce qu'on appelle la normalisation, qui est un processus qui permet de traiter les outliers, les valeurs aberrantes, pour ceux qui font l'analyse de données. C'est ce phénomène qui est appliqué ici après le résultat du multi-head attention et de la couche add. Donc, pour ce qui est de cette normalisation, vous avez la formule qui s'affiche, hein, c'est x moins min, x moins mu sur sigma moins e epsilon. X moins mu c'est la moyenne, sigma c'est l'écart type, et epsilon c'est tout simplement une faible valeur qu'on rajoute à l'écart type. Pourquoi on rajoute cette valeur? Tout simplement pour éviter les divisions par 0. Vous voyez bien que si on a un écart type qui est égal à 0, on va avoir des nombres, des valeurs qui explosent, on va avoir des infinis, des valeurs qui explosent. Et pour éviter ça, pour éviter que les valeurs explosent, les grandes valeurs, on va tout simplement rajouter un nombre très faible, très petit, qui va non seulement résoudre le problème des divisions par 0, mais aussi résoudre le problème des grands nombres. C'est ce à quoi sert la normalisation. Donc, une fois qu'on a notre multi-head attention, on a notre couche add et norm, on a ensuite la couche suivante qui est le feed-forward. Le feed-forward, c'est quoi? C'est le réseau de neurones, tout simplement. Et le réseau de neurones, c'est tout simplement une équation de régression linéaire. L'équation, c'est ce qu'on appelle la couche linéaire. Donc, une couche linéaire, une équation de régression linéaire, c'est vraiment un cas simple, un cas basique d'un réseau de neurones. L'intuition derrière le réseau de neurones, c'est le fonctionnement du cerveau. Le cerveau reçoit un signal, une entrée, il analyse cette entrée, il traite le signal et ensuite il produit une sortie. Une sortie, ça peut être un ordre de fuite, un ordre de se mettre chaud, un ordre de se protéger, un ordre de manger, un ordre, je ne sais pas, de courir. Voilà l'intuition derrière le fonctionnement des réseaux de neurones. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Vous avez ici l'équation linear layer x multiplié par w plus b. X, c'est quoi? X, c'est la matrice, rappelez-vous, qu'on obtient dans le cadre du multi-head attention
à laquelle on ajoute la couche add et aussi la couche normalisation. W, c'est quoi? W, c'est des poids, hein, des weights. Et B c'est un biais. On verra plus tard concrètement ce que ça signifie. Et le réseau de neurones, il est constitué d'une entrée, une couche d'entrée. À l'intérieur de cette couche d'entrée, vous avez ce qu'on appelle une couche cachée. Vous avez des couches cachées, hidden layer. Et après les couches cachées, vous avez la couche de sortie, le output. Donc, généralement, vous avez 3 couches dans un réseau de neurones basique. Un réseau de neurones à 3 couches, couche d'entrée, couche cachée, couche de sortie. Et à la sortie de chaque couche, vous avez ce qu'on appelle une fonction d'activation. La fonction d'activation, c'est tout simplement la fonction qui va permettre d'activer un certain nombre de neurones. Vous voyez, on a des, je sais pas, des centaines, des millions ou des milliards de neurones. Enfin, vous prenez par exemple des grands modèles, ils vont, on sait pas, par exemple, ChatGPT, pour ces modèles, GPT-3, GPT-4, on ne sait pas le nombre de couches de neurones qui est présent dans le modèle. Tout ça, c'est confidentiel, c'est secret. Mais on peut bien s'imaginer que c'est des, je sais pas, des millions de, je sais pas, de neurones, par exemple, avec des milliards de paramètres. Donc, vous avez la couche d'entrée, linear layer, c'est la première couche que vous voyez ici, là-dessus. Et donc, cette couche d'entrée reçoit le signal. Donc, ça va recevoir, en l'occurrence ici, le signal de notre modèle, ça va être le résultat de cette équation de x. Donc, x, c'est la matrice multipliée par les poids. Les poids sont générés de façon aléatoire. Voilà, c'est une multiplication matricielle. Et auquel on ajoute le biais. Le biais ici, voilà. C'est aussi généré de façon aléatoire. Donc, une fois de plus, si vous partez de 0, vous allez avoir un temps d'exécution, un temps de recherche de poids très long, parce que le modèle ne connaît pas, n'a pas les poids optimisés. Donc, il va faire une itération pour trouver les bons poids. Itération, c'est voilà, c'est du coût computationnel et coût financier et coût en temps. Donc, une fois que le modèle va donc calculer cette couche, cette linear layer, il va produire, je sais pas, il va retourner un résultat. Et ce résultat-là va passer dans ce qu'on appelle une fonction d'activation, ReLU en l'occurrence. ReLU ici, vous voyez, c'est tout simplement une fonction max de 0 et de x. Ça signifie quoi? Ça signifie que si vous avez un x positif, alors la valeur que retourne cette couche linear layer, c'est x. Vous voyez? Je sais pas, x c'est 3. Voilà. La couche linear layer retourne 3. Par contre, si x est moins 3, la couche layer retourne 0. Vous voyez? Donc, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'activation. C'est généralement une fonction ReLU, ça signifie Rectify Linear Unify. C'est une fonction qui est très utilisée dans le cadre des problèmes de deep learning, le réseau de neurones profonds. Une fonction assez simple. Hein. Donc, comme vous l'avez vu, c'est le max de 0x. Mais sachez qu'il existe d'autres fonctions, à savoir la fonction softmax. Donc, on a vu récemment, hein, la fonction softmax va être utilisée dans le cadre des problèmes de multiclasse. Donc, lorsqu'on a une sortie multiple, on va par exemple, je sais pas, on veut prédire le chiffre, un chiffre,
et qu'on a, par exemple, plusieurs chiffres possibles, donc la softmax va tout simplement attribuer des probabilités concernant les différents chiffres qui sont prêts à prédire. Pour par exemple l'analyse des sentiments positifs, négatifs, neutres, le modèle va attribuer des probabilités. Et la probabilité qui sera la plus importante, la plus grande, va représenter le sentiment le plus probable. Donc c'est ce qu'on appelle le softmax. Hein. Bon, c'est pareil, c'est des probabilités dans un intervalle de 0 à 1 ou de 0 à 100. Et ensuite, on a d'autres fonctions, sigmoïdes. Sigmoïde, c'est le cas d'un problème binaire. Par exemple, le filtrage de spam. Donc, filtrage spam 1, non spam 0. Voilà, 0, 1, 1, tout simplement. Et on a la fonction tangente hyperbolique qui permet d'avoir une sortie dans l'intervalle moins 1, 1. C'est adapté à un certain nombre de problèmes, notamment l'analyse des sentiments. Vous avez par exemple 1 qui est voilà, le score maximal qui représente un sentiment positif, 0 qui est ou proche de 0 qui représente un sentiment neutre, moins 1 qui va être un sentiment négatif ou autour de moins 1. Vous voyez que différentes fonctions d'activation, ReLU, softmax, sigmoïde et tangente hyperbolique sont utiles à chaque fois dans chaque cas bien précis. Mais vous allez voir, si vous travaillez beaucoup en deep learning, assez souvent revenir la fonction ReLU. Donc voilà comment se fait les calculs. Donc on multiplie, comme j'ai dit, la matrice de A et de normes par les poids. Les poids sont générés ici de façon aléatoire. Au tout début, les poids sont aléatoirement générés. Et ces poids sont dans l'intervalle 0,1. Voilà, random generation with. Les biais pareil en bias. Voilà, biais générés également de façon random. Donc, une fois qu'on a notre fonction, vous voyez ici, là, on a obtenu notre linéaire layer, qui est le produit de x, w auquel on ajoute le biais. Donc, on peut maintenant passer cette matrice dans la fonction d'activation ReLU. Vous voyez, ici, là, on va avoir, dans le cas où on a des valeurs négatives, elles prennent la valeur 0, et positive, ça reste inchangé. Donc voilà pour ce qui est de la théorie. Concernant l'architecture transformer, je vais quand même repartir vous remontrer l'architecture pour que vous compreniez. Je pense que si vous comprenez bien la partie encodeur, ce sera la même chose concernant le bloc décodeur. Ça va être la même chose. Donc si vous avez bien compris ces étapes qu'on vient de couvrir, vous avez fait le plus gros du travail parce que ce sera la même chose dans la partie décodeur. Donc vous avez vu, on a vu, pour rappel, input embedding, positional embedding, multi-head, add norm, feed forward, le réseau de neurones. Et pareil, on rajoute ici, voilà, on rajoute ici la fonction, la matrice obtenue à l'étape précédente, add à norm. Après, on normalise. Une fois de plus, pourquoi on rajoute? Pour ne pas perdre l'information initiale, pour conserver l'information initiale. Voilà. Parce que, comme on fait des multiplications, on peut perdre les chiffres. Les nombres peuvent devenir grands, on peut perdre la quintessence de ces chiffres-là. Et à chaque fois, il faut qu'on les rappelle en additionnant par la matrice de l'étape d'après.
Et une fois qu'on a, donc on connaît maintenant calculer le A des normes, une fois qu'on a cette matrice, on peut venir maintenant la réinjecter dans le multi-head attention de la partie decoder. La partie decoder, c'est pareil. Donc on a output que le modèle produit. Donc on calcule la partie setup, donc on calcule la position encoding. Et après, on rajoute add a norm. Voilà. On fait un multi-head attention, on rajoute un norm, on feed forward, et ainsi de suite. On fait une couche linéaire et un softmax. Voilà, c'est la même chose hein, qu'on a vu ici précédemment. À part que le décolleur, c'est la partie génération du modèle. C'est ce que le modèle prédit. Voilà, génère, prédit en fait. Voilà. Donc le modèle va prédire plusieurs choses parce qu'on a fait un softmax. Par exemple, je mange une. Si ça c'est la partie encodeur, on lui dit voilà prédit ce qui suit. Le modèle ici va prédire plusieurs choses. Il va prédire je mange une banane, une pomme, une poire, une pizza. Et maintenant, tout le travail que vous voyez ici, mask, multi-head attention, unknown, feed forward, c'est de pouvoir à la fin donner des probabilités sur ces différents mots. Donc, quel est le mot le plus probable? Donc, je mange une, il y aura plusieurs possibilités avec des probabilités affectées à chaque possibilité. Et la possibilité qui aura la plus grande probabilité, ce sera cette possibilité-là qui va être prédite à la fin par le modèle. Donc à la fin, on va avoir par exemple une banane qui va avoir un score de 0,80, 80%. Par contre, les autres, ils vont être, je sais pas, à 20, à 19, à 10. On va prendre banane. On va prendre celui qui a un score le plus élevé. Voilà comment fonctionne le mécanisme transformer qui a révolutionné l'IA générative. Donc, on va repartir pour terminer cette partie. On va quand même essayer. On va terminer en regardant l'entraînement et le jeu de données en LLM. Enfin, l'entraînement et le jeu de données concernant la création d'un LLM. Pour rappel, l'entraînement c'est une grosse partie. Le papier de vache Fanny utilise, d'ailleurs on pourra aller regarder, mais je vois que vous avez un truc comme 3 millions de tokens de phrases, un truc 3 millions de phrases. Et c'est les phrases qui sont tout simplement les traductions entre l'anglais et l'allemand. Il y a environ 3 millions de phrases. Et environ 2 millions de phrases entre l'anglais et le français. Donc, vous voyez que c'est énorme, ce jeu de données. C'est vraiment énorme. Et à partir de là, 3 millions d'exemples, c'est énorme. Donc, le modèle a de quoi apprendre. Et à partir de là, je sais pas si vous retenez 3 millions d'exemples de traduction entre le français et l'anglais, je pense qu'on est d'accord que vous êtes plus que parfait là, hein, vous êtes plus que parfait. Mais disons, je sais pas, sur les 3 millions, supposons que vous retenez 2 millions, ah bah, je pense que vous êtes super extraordinaire. Parce que nous, d'habitude, dans une langue, l'être humain, il va retenir, ça dépend des langues. Il y a des langues qui sont plus riches que d'autres en termes de mots. Si vous prenez par exemple, je sais pas, l'allemand, si vous réussissez à mémoriser 10 000 mots, vous pouvez parler allemand. Vous voyez, 10 000 mots versus 2 millions de mots. Il n'y a pas match. Vous voyez, l'écart est considérable. Un être humain,
il va réussir à mémoriser en moyenne, je sais pas, s'il fait des efforts et autres, euh, mais aussi il faut qu'il s'entraîne tous les jours. Je, je, je parle pour mon cas, hein, c'est que je vais pouvoir retenir environ 10 000 mots, mais pas plus. Là, c'est vraiment tous les jours, je m'entraîne vraiment tous les jours, tous les jours. Voilà, c'est que je pourrais retenir 10 000 mots. Mais après, au-delà, je pourrais pas. C'est juste impossible, quoi. Donc, pour l'entraînement, il y a cette question de jeu de données. Vachefani utilise les données, comme j'ai dit, de traduction, qui viennent des traductions en français à anglais, des millions, des bases de données à des millions, avec des millions d'entrées. De quoi faire. Du coup, pour ces jeux de données, il y a quelque chose de très important, c'est que les données doivent être de qualité. Comme dans tout problème dans lequel on manipule la donnée, on doit toujours avoir un problème de qualité, traiter le problème de data quality. D'où viennent les données? Est-ce qu'elles sont correctes? Est-ce qu'elles sont propres? Pourquoi faire? Parce que si la donnée n'est pas propre, on ne peut pas s'attendre à de bons résultats. Voilà. On n'invente rien. Ce que vous donnez en entrée au modèle, c'est ce qu'il vous donne en sortie. Comme vous faites votre lit, c'est comme ça que vous dormez. Qui veut aller loin, ménager sa monture. Vous voyez? Donc il y a toujours cette question de savoir est-ce que les données sont de bonne qualité. Les données de bonne qualité signifie que les données sont diverses. On a des données qui couvrent un nombre de sujets importants. Par exemple, dans le cas de la traduction, on ne peut pas avoir les données qui couvrent tout simplement la traduction en médecine. Vous voyez, ça n'a aucun sens. Si on veut utiliser un modèle pour traduire des langues et que dans le jeu d'entraînement, dans nos données d'entraînement, on a juste des traductions, des phrases ou des mots en médecine, voilà, il y a un biais. Le modèle il est biaisé parce que il ne permet pas, il n'a pas les exemples qui couvrent d'autres domaines en dehors de la médecine. L'idéal, ce serait d'avoir plusieurs jeux de données qui couvrent une multitude de domaines possibles. Donc des modèles, des données diverses et variées pour une question de généralisation. Parce que votre modèle, certes, il va être bon pour traduire tout ce qui va être question de traduction liée à la médecine, mais il va échouer quand il va s'agir, je ne sais pas, de traduction liée à l'agriculture, à l'agronomie, aux sciences, à l'informatique, à l'espace. Donc, pour s'assurer d'avoir les données de qualité, il faut passer par une étape importante qui s'appelle le pré-traitement. Le pré-traitement des données, c'est tout simplement de vérifier que les données ne comportent pas des valeurs manquantes, les données sont bien équilibrées, sont bien diversifiées, les données sont lisibles, il n'y a pas de outlier, il n'y a pas de problème de type, de format. Toutes ces questions-là doivent être répondues. Et pour les répondre, ça nécessite un gros travail préparatoire, préliminaire, de transformation. Sans ce travail, vous ne pouvez pas, une fois de plus, vous ne pouvez pas vous attendre à des données de qualité. Donc, après l'étape de pré-traitement des données, après la longue et fastidieuse étape de nettoyage et de normalisation de nos données, arrive enfin l'étape d'entraînement. Et
Et l'entraînement, c'est de savoir quelle architecture on met en place. Quelle architecture du réseau de neurones. Architecture du réseau de neurones signifie tout simplement sa configuration. Combien de couches dans notre modèle de neurones? Quelle fonction d'activation? Combien de bâches, combien de sous-ensembles on fait combien de sous-ensembles sur lesquels porte l'entraînement? Combien de époques? Et les époques ici, c'est le nombre de fois que le modèle voit l'ensemble du donné. Est-ce qu'il voit une fois, deux fois, trois fois, 50 fois, 100 fois? Donc, à chaque époque, le modèle, il va faire de l'entraînement et il va ensuite faire de l'évaluation. Après l'entraînement, il va évaluer son entraînement et à partir de là, si les résultats ne sont pas bons, il va réentraîner. Donc si les résultats ne sont pas bons, signifie quoi? Ça veut dire signifie que l'erreur est importante, donc le modèle se trompe beaucoup, l'erreur est importante, et si l'erreur est importante, il va donc réentraîner. Sachant que l'objectif c'est de réduire l'erreur. Et l'erreur est mesurée par ce qu'on appelle la cross entropie. C'est un terme qui nous vient de la physique. C'est le niveau de désordre d'un système. C'est la mesure du désordre d'un système. Grosse entropie. Ça peut être en régression, ce qu'on appelle le root mean square error, l'erreur quadratique moyenne, ou alors l'erreur absolue moyenne. Donc il y a ce problème d'architecture. Vous vous imaginez que c'est un problème itératif. C'est un problème dans lequel on va tester plusieurs structures, plusieurs spécifications d'architecture. Un modèle à 8 couches, à 9 couches, à 100 époques, 500 époques, 400 époques. C'est vraiment un travail d'IA ingénieur. Et une fois que vous avez fait ce travail-là, vous recherchez les hyperparamètres. Les hyperparamètres, c'est les paramètres qui permettent d'améliorer les performances du modèle. Donc, c'est les paramètres qui vont permettre de guider l'apprentissage du modèle. Un hyperparamètre important, c'est par exemple le learning rate. Le learning rate, le byte size, ça c'est aussi le nombre d'échantillons que le modèle apprend à chaque époque. Voilà, ça s'appelle le byte size, le sous-échantillon. Donc, learning rate, byte size, le dropout. Voilà, le dropout, c'est le fait de pouvoir déconnecter un certain nombre de neurones de façon aléatoire. Un dropout, généralement, c'est autour de 10% ou de 20%. Après, il y a tout ce qui est régularisation. Pareil, également, ça fait partie des hyperparamètres L1, L2. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ensuite, il y a le suivi de performance qui permet d'évaluer le modèle et ajuster et faire des ajustements, de modifier les hyperparamètres à chaque fois. Alors, il y a plusieurs manières d'évaluer les LLMs, selon que les LLMs permettent de réaliser des opérations de culture générale, de mathématiques, d'examen, des niveaux universitaires, des niveaux master, des niveaux PhD, des niveaux élémentaires. Donc, c'est généralement un processus itératif où on identifie les domaines à améliorer et ensuite on fait des améliorations possibles. J'aime ici voir le papier de DeepSeek. C'est tout simplement les différents textes. D'ailleurs, les différents tests, je vais vous montrer. Ici dans le papier original,
attention is all you need. Vous avez ici le blue text. C'est généralement un examen. Voilà, je ne sais pas si vous voyez, blue text, il est ici, là, voilà, blue text. C'est généralement, je ne sais pas si je peux faire plus grand. Ah, pardon. Il est là, le blue text. C'est généralement un examen qui permet d'évaluer la traduction d'un modèle, les performances de traduction d'un modèle. Et vous voyez ici que le transformat big, en ce qui concerne la traduction anglais-allemand, il surpasse tous les autres modèles qui existent. Il transforma big. Et pareil, en ce qui concerne la traduction anglais-français, il surpasse tous les autres modèles qui existent. Et ce, avec moins de calcul. Training cost est flot. C'est le nombre de calculs effectués. Vous voyez, 2.3, 10 à la puissance 19. Les autres, ils sont 7 à la puissance 19, 20, 19, 20, 21. Et lui, il les surpasse tous ces modèles qui existent. Voilà, une fois de plus, pourquoi c'est une révolution dans le domaine. Je vais repartir dans la présentation. Hop. Il y a d'autres métriques, il y a blue, il y a rouge, il y a météore. Voilà, vous pouvez regarder. Je vous laisse regarder. Hein. Voilà, défi et bonne pratique des modèles. Comme je vous ai dit, le modèle il doit être le plus éthique possible. Donc, il faut être capable d'identifier les biais dans le modèle. Voilà, les biais, ça peut être des biais qui discriminent une certaine catégorie de personnes. Ça peut être le fait que le modèle soit peut-être trop orienté à gauche, trop orienté à droite. Ça peut être, voilà, des biais, le fait que le modèle soit surreprésenté dans une catégorie de personnes, catégorie, je sais pas, de personnes. Voilà, tout ça, c'est les points sur lesquels on doit pouvoir faire attention et pouvoir les résoudre. Maintenant, voyons le coût computationnel et les ressources nécessaires. Comme je l'ai rappelé, les Large Language Models nécessitent une infrastructure de calcul importante pour pouvoir entraîner les modèles. Donc, qui dit infrastructure importante de calcul, ça veut dire coût computationnel élevé. Beaucoup de processeurs, notamment de Graphical Processing Unit, de cartes graphiques essentiellement, qui proviennent de NVIDIA. Donc, ils sont gourmands en ressources de calcul. Gourmands en ressources de calcul, ça signifie que gourmand en termes d'argent, coût financier, coût en termes de temps, coût en termes d'énergie. Voilà, il ne faut pas l'oublier. Les Large Language Models consomment beaucoup d'énergie pour l'entraînement, mais également pour l'inférence. L'inférence, c'est la partie génération. Lorsqu'on envoie un prompt sur GPT, il consomme de l'énergie lorsqu'il nous répond. Donc, consommation d'énergie, il faut avoir des approches durables, voilà, utiliser des énergies renouvelables et optimiser le plus d'algorithmes possible, de manière à ce que les algorithmes consomment moins d'énergie. Je vous avais préparé une partie atelier pratique sous Python. Cette partie-là
je ne la couvrirai pas ici. Ceux qui sont intéressés, vous pourrez me faire une demande directement, comme ça je pourrai vous filer les codes. Cette partie, elle revient, elle couvre la théorie, quoi, tout ce qu'on a vu sur le plan théorique, à savoir la multiplication des matrices, la partie normalisation, ajout et normalisation, la partie réseau de neurones, voilà, réseau de neurones, et ensuite la partie décodeur. Donc avec les softmax, linéaire, layer. Dans boucle itérative, l'entraînement, on n'entraîne pas une fois, on entraîne plusieurs fois parce qu'on modifie chaque fois les paramètres. On cherche les meilleurs paramètres. On cherche les poids. Quels sont les poids qui permettent d'avoir une erreur la plus faible possible, qui permet d'avoir une accuracy, une précision la plus haute possible. La réponse se trouve dans les données. Plus les données sont de qualité, mieux sont les performances du modèle. Et après, pour aller plus loin, une fois qu'on est content de notre modèle parce qu'il réussit à générer des phrases cohérentes, on peut le fine-tuner. Fine-tuner signifie quoi? Ça veut dire qu'on peut tout simplement le spécialiser dans un domaine. Donc on a par exemple un large language model spécialisé dans l'agriculture ou la météorologie ou la grande distribution par exemple. Voilà, cette partie ne sera pas couverte ici. J'ai les codes Python. Si ça vous intéresse, je vous file les codes. Et enfin, nous arrivons au terme de notre présentation de la création d'un large language model. Présentation qui m'a beaucoup plu, donc j'ai beaucoup aimé vous en faire connaissance. J'espère qu'elle n'a pas été trop technique, mais pour moi, il était essentiel de passer par là pour pouvoir aller vers les choses beaucoup plus pratiques. Si on sait d'où on va, d'où on vient, on peut savoir où on va. C'est pourquoi c'est important de couvrir la théorie. C'est vrai que elle est un tout petit peu plus technique, plus délicat, dans le sens où on parle de calcul matriciel, de normalisation. Ça, c'est des choses que le commun des mortels n'est pas au fait tous les jours. Mais c'était important pour nous de couvrir cette partie. En termes de conclusion, donc, le papier de Vachhani permet de mettre au point les IA génératives de texte. Donc, il permet une meilleure compréhension du texte. Une meilleure compréhension signifie une meilleure génération grâce au mécanisme d'attention. Donc, les défis à relever, essentiellement les problèmes de biais. Il ne faut pas que le large language model puisse être beaucoup plus à droite, par exemple, ou à gauche. Il doit aussi respecter les considérations éthiques et également les LLM, les large language models, doivent être à chaque fois optimisés et de manière à ce qu'elles puissent permettre une consommation faible de l'énergie. Les large language ne doivent pas polluer l'environnement, elles ne doivent pas contribuer au réchauffement climatique, bien au contraire, elles doivent permettre son utilisation, en tout cas, doit être encadrée de manière à ce qu'elle puisse, respecter l'environnement. Alors, pourquoi le transformer est révolutionnaire? Parce que, comme je l'ai dit, il introduit le mécanisme d'attention. Attention, ça veut dire meilleure traduction parce qu'on prend en compte le contexte des mots. Donc, il est moins gourmand en calcul par rapport au modèle qui existait avant.
on l'a vu tout à l'heure. Donc, il est plus efficace, plus rapide, moins cher, plus efficace. Et tous les nouvelles architectures, notamment en ce qui concerne la traduction automatique, sont constituées des transformers. Je vous remercie énormément pour votre présence. J'espère que ça vous aura plu. Laissez-moi en commentaire vos impressions. Je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse ensemble couvrir tout ce qui a trait à l'agent. C'est quoi un agent IA? Et ensemble voir quelques use cases concernant les agents IA. Bonne soirée à vous et à la semaine prochaine.